Hello, bienvenue sur Pourquoi, le podcast qui a pour ambition de vous aider à prendre de meilleures décisions. Moi, c'est François, et je me suis toujours posé la question de comment on prend une décision. Pas vous? Car les décisions, on en prend tous les jours, que ce soit dans notre vie personnelle ou notre vie professionnelle. Et donc, j'ai voulu comprendre. C'est pourquoi j'ai décidé d'aller à la rencontre de décideurs, de gens qui prennent des décisions tous les jours, des décisions qui impactent, et de comprendre d'où ils viennent, pourquoi ils réfléchissent comme ça, et quels sont leurs raisonnements. Alors bienvenue sur Pourquoi, le podcast qui va vous aider à prendre des meilleures décisions. Alban, merci beaucoup de me recevoir. Merci François. Dans une salle que, comme je te disais quand on est arrivé, je commence à connaître, parce que j'ai déjà fait un podcast avec Xavier et Sébastien. Ouais. D'ailleurs, on va reparler de ta connexion avec Xavier. Et puis, c'est aussi un podcast un peu différent de ce que je fais d'habitude, parce qu'on va aborder notamment des aspects un peu plus théoriques. Je pense que ça va être passionnant, j'en suis même sûr. Déjà, peut-être pour commencer... pour que les gens puissent apprendre à te connaître, voir qui tu es, je vais te demander de te présenter. Qui tu es? Ok. Donc moi je suis Alban Vigneron, aujourd'hui co-dirigeante de Sens & Co. Et puis je vais rester dans un premier temps dans le périmètre de Sens & Co. Je pourrais parler des choses que je fais aussi à côté. Intervenante donc auprès de nos clients, donc dans notre métier de transformation, donc accompagner les transformations d'organisation. Et j'interviens beaucoup sur les questions de changement de paradigme auprès des dirigeants, équipes de direction, et puis beaucoup aussi dans les démarrages de projets pour réussir à canaliser l'énergie qui est parfois dispersée dans les collectifs pour la remettre au cœur du système et aider le système à s'orienter dans la bonne direction. Et je suis également passionnée de tout un tas de sujets et dans Sens & Co ça se traduit par l'innovation pédagogique, comment ramener des sujets qui ne sont pas directement reliés à notre métier dans notre métier pour aider à faire des transformations. Ok. Et j'ai fait j'ai eu un premier échange avec Xavier qui m'a d'ailleurs parlé de toi. Il m'a dit à la fin du podcast, parce que comme je parle de raisonnement et de prise de décision, c'est aussi vos sujets, et il m'a dit si tu veux parler de raisonnement et de prise de décision, il faut absolument que tu parles avec Alban parce qu'elle va t'apporter plein de trucs, on va en parler. Donc j'ai hâte. C'est un plaisir partagé, François. Super. Et du coup, en fait, effectivement, il m'expliquait notamment sur le côté pédagogique, le travail que tu fais. Mais avant d'aller sur ce domaine-là et qu'on revienne sur ça, je voulais revenir pour expliquer un peu d'où tu viens sur ton parcours qui est, je vais dire, atypique, parce que tu n'as pas du tout commencé dans ce sujet-là. Non. Et je vais même plus loin, si on parle du côté atypique, c'est que déjà je viens du monde agricole. Et c'est important pour moi de le dire parce que c'est un retour aux racines, au vivant, à la nature. Et puis aussi à l'humilité. En fait, je viens d'une famille au milieu très simple, en fait, modeste, avec par contre des parents très intéressés et très curieux de tout, donc qui nous ont éveillés à ça, et donc ça fait partie des choses qui me caractérisent. Et ces questions de curiosité et d'humilité, elles me portent un peu, parce que j'ai pas fait de grandes écoles, j'ai pas de cursus classique, on va dire. J'ai beaucoup fonctionné à l'intuition. Ça fait partie, si on va sur ce champ de la décision, de choses qui me caractérisent dans ma manière de fonctionner. Et d'aller là où ça vibrait, en fait. Et donc, du coup... ça génère aussi le fait de ne pas être formaté par quelque chose et d'avoir cette possibilité d'ouvrir le champ des possibles, de dépasser des paradigmes dans lesquels on est, parce que en fait j'ai pas, entre guillemets, pas de limite quoi, dans la manière de raisonner et de penser. Et ça c'est d'où je viens. Ok.
Bah c'est vachement intéressant et on en reparlera parce que je vais avoir des questions sur comment tu réfléchis, comment tu prends des décisions, même toi, alors en tant que chef d'entreprise, en tant que dans ton métier. Mais tu es originaire de Bretagne ? Non, je suis originaire d'Anjou. Ok. Bon, bah, comme quoi. Anjou, j'étais à Nantes et je suis arrivée en Bretagne depuis un petit peu moins d'une dizaine d'années. Ok, et tu as commencé ta carrière, alors même si tu me disais que ta fiche LinkedIn ne reflétait pas vraiment ton parcours, tu as commencé un peu dans le domaine du consultant. Oui, tout à fait. En fait, c'est comme ça qu'on va dire ma carrière professionnelle d'adulte a démarré, parce qu'avant j'ai fait plein de petits boulots qui ont été très formateurs pour moi, pour m'imprégner en fait de l'univers professionnel, et puis aussi parce que j'ai fait des études de sociaux, et en sociaux on n'apprend pas un métier en tant que tel. Et donc par opportunité, donc intuition, j'ai démarré effectivement dans un cabinet qui était basé à Nantes à l'époque, dont le métier était le conseil plutôt orienté autour de la relation client. Donc comment accompagner les organisations à avoir un service client de qualité, orienté client. C'était un peu l'UX de l'époque, même si c'est pas comme ça qu'on le nommait. Et donc j'avais plusieurs missions au sein de ce cabinet, des missions de formation, des missions de prestations externalisées, c'est-à-dire qu'un certain nombre de nos clients n'avaient pas les ressources ou les compétences en interne pour faire leur mission de service client ou de prospection. Et donc nous les confiait. Donc moi j'étais manager d'équipe qui faisait des missions de téléopération, c'est comme ça qu'on les appelait à l'époque. Et puis également des missions de recrutement dans cet univers de la relation client, du conseil. Et donc je ne suis pas restée longtemps, mais dans cette entreprise, il y a deux choses supplémentaires qui se sont produites. C'est que je suis devenue assez rapidement, on va dire, le bras droit du dirigeant pour piloter le bureau de Nantes quand la dirigeante n'était pas là. Et puis, avant de partir, j'ai créé aussi une sorte d'activité de conseil supplémentaire, un peu d'audit en fait, de la relation client qui a perduré après dans l'entreprise. Et quand tu parles de sociologie, c'est aussi de par cet intérêt de ton parcours plus, je pense, académique, a été, je pense, motivé par ce côté un peu curieux, à la recherche de comprendre les choses. Tu veux que je te raconte comment j'ai choisi de faire sociaux ? Et ben voilà, c'était un peu la question, mais... J'ai fait un bac S avec une spécialité physique-chimie. J'ai eu des facilités à l'école, donc j'étais plutôt douée dans à peu près toutes les matières, mais vraiment, c'était la voie que je prenais, et mon prof de maths de terminale était convaincu que j'allais faire des études de maths. C'est ce qui j'ai toujours eu au fond de moi l'intuition d'aller vers les métiers de l'enseignement, donc ce que je fais aujourd'hui au travers de la formation, mais à l'époque je connaissais pas le métier que je fais aujourd'hui, donc je voyais ça plutôt sous l'angle devenir prof, et effectivement ça me parlait, comprendre les systèmes, les sciences et sous tous ces angles. Mais en fait quand j'étais en terminale, donc j'étais dans une classe qui était avec un très haut niveau comment ça s'appelle, de notes en fait, enfin les gens qui étaient dans la classe, et j'ai détesté les rapports qu'il y avait dans cette classe. Pas tant d'un point de vue humain, il y avait des gens très chouettes, mais de rapports de compétition, de celui qui aurait la meilleure note, celui qui pouvait écraser les autres avec ça. Et moi-même, j'avais des bonnes notes, mais je supportais pas ça. Et en fait, ça m'a agacée, ça m'a envoyé un signal disant « Je suis pas sûre que j'ai envie d'aller poursuivre ma carrière dans ça ». Et parallèlement, mes choix de vie m'ont amené à vouloir aller à Nantes. Et donc, du coup, j'ai découvert, je ne sais plus comment, sociaux. Et je me suis dit, wow, génial, sociaux, il n'y a pas à Angers, il y a à Nantes, et je ne connais pas la socio, et ben je vais faire ça. Et donc, tu vois, c'est un peu les sensations, les choses qui sont passées sur mon chemin qui m'ont amené à bifurquer, en fait, et à dire, mais non, c'est pas dans cette voie, c'est pas cette voie que je veux prendre, et la socio, ça me parle. Et tout autant que les sciences, ça m'a passionnée, parce que la socio, c'est passionnant. C'est un sujet que moi je connais pas du tout, pour être très franc. Donc tu vois, je connais le mot sociologie, et après j'y associe des choses qui je pense sont pas du tout du domaine, mais c'est intéressant de partir comme ça sur un secteur, de se dire je pars dans tout à fait autre chose. Et pour être très franc, c'est là où je trouve ça, et je comprends, parce que moi je sors aussi d'un bac S, et j'avais pas de spé, je crois, mais vraiment un bac S où j'étais très fort en sciences, enfin très fort. J'avais des facilités également,
et je suis parti sur du droit. Tu vois, donc également un domaine que je connaissais pas, ma famille n'a jamais fait ça, donc je comprends et je vois un peu l'intérêt d'aller chercher quelque chose qu'on ne connaît pas aussi. Tout à fait, et moi ça va. Du coup, j'ai eu la chance que ça me passionne, et en fait c'était cette curiosité, cette opportunité d'aller appréhender autre chose que les sciences qui sont un peu cerveau gauche, on va dire, bien que je pourrais questionner ce que je suis en train de dire, et là d'ouvrir à autre chose et d'ouvrir à la compréhension des systèmes aussi, parce que la sociologie c'est l'étude des groupes, si je devais résumer, qu'il soit tout petit ou qu'il soit très grand. Donc on peut prendre le groupe famille ou on peut prendre le groupe société mondiale, et puis après à l'intérieur de ça il y a plein de sous-systèmes, mais c'est une autre manière d'appréhender les systèmes, et je vois aujourd'hui moi ce que m'apporte ce double enseignement quelque part, d'avoir fait des sciences et aujourd'hui qui me donne la capacité de comprendre des ouvrages scientifiques. J'adore la physique quantique, j'adore les neurosciences, donc je suis évidemment pas experte, pas spécialiste, pas scientifique, mais mes connaissances de base me permettent de comprendre quand même un minimum de choses pour essayer de l'appréhender et de croiser ça avec ce qui se passe dans le vivant, dans les groupes dans lesquels on est, et aujourd'hui je mesure l'intérêt de la double combinaison. Et justement, tu parles de ces domaines, alors plus scientifiques, mais aujourd'hui qui te permet de comprendre, mais tu as eu un parcours professionnel assez divers pour arriver aujourd'hui à ton domaine, qui est être facilitatrice au changement et sur l'intelligence collective. J'ai mes petites notes à côté pour pas me tromper. Mais tu es passé par pas mal d'étapes. Tu me parlais de t'avoir travaillé un peu dans le monde de l'industriel. Tu as fait également de la ressource humaine. Quel a été un peu ton parcours? Comment tu... ce qui caractérise mon parcours sur les choix et la manière dont j'ai fait mes choix, c'est beaucoup des opportunités, en fait. Donc des choses qui se présentent sur mon chemin, que je saisis et qui me font bifurquer. Donc j'ai pas construit. En fait, aujourd'hui, je suis beaucoup plus en conscience de ce que je fais, pourquoi je le fais, et en conscience d'être en capacité de dire non mais ça, je veux pas, c'est pas ma voie, ou je réoriente ou je réajuste là où j'en suis. Mais jusqu'à il y a quelques années, c'était plutôt tiens, je fais avec ce qui se présente, avec la vibration à chaque fois. Donc mes deux premiers jobs, je les ai démarrés autour d'un déjeuner, rencontrer le dirigeant qui me dit tu démarres quand? Bon, je peux démarrer cet après-midi, et c'est ce que j'ai fait à chaque fois. Voilà. Donc c'est vraiment la synchronicité des événements qui font que. D'où aussi le fait que j'ai fait des choses très, très différentes. Parce que quand c'est par opportunité, puis quand on a fait sociaux, encore une fois, à l'époque, il n'y a pas de métier associé à la sociologie. Donc on fait aussi avec ce qui se présente. Donc c'est pour ça que j'ai démarré comme ça mon premier job de consultante, et puis après effectivement j'ai travaillé dans l'industrie, dans une structure qui est basée à Nantes, une petite structure qui avait plusieurs métiers dont une activité de production industrielle. Donc un tout petit atelier, et il se trouve que le directeur de cet atelier, le responsable d'exploitation, s'est blessé et donc est parti sur une maladie longue durée, et donc le style managérial de l'atelier faisait que s'il n'était pas là, ça tournait pas. Et moi, comme je m'ennuyais un petit peu dans ce que je faisais, j'ai dit au patron, si vous voulez, moi je reprends le truc et je prends le management de l'équipe. Donc je me suis retrouvée à avoir ces missions de responsable d'exploitation, de manager une équipe, de travailler avec des clients dans l'industrie. Et comme je n'étais pas du tout experte, c'est ce qui rejoint un petit peu ce que disait Xavier dans son podcast. En fait, j'ai dû faire avec qui je suis. Et faire avec qui je suis, c'est pas du tout de faire du descendant, c'est pas du tout de dire aux autres quoi faire, mais c'est plutôt de faire émerger. Et donc, naturellement, je me suis mis à faire, je sais pas si tu connais la théorie de McGregor, Management X ou Management Y. En fait, sans m'en rendre compte, je me suis mis à faire du Y. Et sans m'en rendre compte, je me suis mis à faire de l'amélioration continue. C'est Marc Bergeon, un des cofondateurs de Sens & Co, qui m'a enseigné les principes de l'amélioration continue. Je me suis dit, en fait, c'est ce que je faisais à ce moment-là. Donc, c'était assez intuitif pour moi de faire ça. Et puis après,
j'ai commencé à rentrer dans une démarche un peu plus construite de ce que je voulais vraiment faire, donc un peu plus à venir en résonance avec mes aspirations profondes. Donc j'ai quitté cette entreprise pour rejoindre donc une structure qui s'appelle aujourd'hui Future Skill, mais qui s'appelait pas comme ça à l'époque, qui était en fait la filiale d'un groupe de travail temporaire, pour créer une activité formation et conseil. Donc pour la première fois de ma vie, j'ai été recrutée. Et puis je suis restée 5 ans dans cette structure avec différentes directions, différents managers. C'était très intéressant de vivre ce côté grand groupe tout en étant dans la filiale, donc avec une forme de liberté qui fait partie de mes besoins fondamentaux. Et puis à partir de ce moment-là, j'ai plus été salariée, je n'ai été que dans des projets entrepreneuriaux, à mon compte seul ou associé dans des structures. Il y a quand même un gros fil conducteur qui est la formation et le travail en collaboration avec les autres sur un certain nombre de sujets, parce que je pense que les sujets devaient être divers. Tout à fait. Il y a vraiment les fils conducteurs, c'est la formation, le management, le faire ensemble, c'est-à-dire pas dans des rapports hiérarchiques. Moi, je sais pas trop me mettre sur des rapports d'autorité-subordination. Je sais pas fonctionner comme ça, en fait. Même en étant dirigeante aujourd'hui, j'y arrive pas. Enfin, je ne peux être que dans des rapports d'équivalence. Quand je suis pas dans ça, pour moi, c'est déséquilibré, c'est pas fructueux. Quel que soit notre statut par ailleurs, on peut être dans des rapports d'équivalence sur des statuts différents. Et effectivement, c'est ce qui m'a guidée, donc forcément... au travers après des métiers, donc quand je suis rentrée dans Future Skill, où j'ai piloté des gros projets de formation, des projets où on formait des fois 400, 500, 600 personnes, donc avec des enjeux de conduite du changement forts, déjà à l'époque avec des enjeux de développer l'autonomie, la responsabilité des collaborateurs, ça amène, c'est là où le mindset différent, il aide beaucoup. Et après c'est devenu le fil en effet des métiers de l'accompagnement et aujourd'hui donc des métiers de la transformation qui sont pour le coup indispensables dans la période qu'on vit actuellement et qui doivent être appréhendés avec des questions de changement de paradigme desquelles on a du mal à sortir. Et c'est aujourd'hui l'objet de Sense & Co. Tout à fait. Avec lequel vous avez cofondé. Alors moi j'ai rencontré Xavier et j'ai beaucoup aimé parce que quand je t'ai demandé un peu comment ça s'était passé juste avant le podcast, tu m'as dessiné un schéma d'ailleurs qui est toujours là à la Tarantino. Tu m'as dit donc ça va être ma question parce que c'est quand même, tu m'as expliqué l'histoire. Comment vous vous êtes rencontrés avec Xavier et vos autres cofondateurs pour aujourd'hui créer Sense & Co. Ouais. Donc alors moi je suis pas cofondatrice de Sense & Co. J'étais là quelque part avant la fondation de Sense & Co. C'est effectivement une histoire à la Tarantino. En fait c'est des rencontres parallèles. Et puis après quand on les remet bout à bout, ça donne ce que c'est aujourd'hui. Mais en fait moi j'ai rencontré Vincent qui est un des cofondateurs dans une expérience donnée, donc chez Future Skill, on travaillait ensemble. Puis de cette collaboration, on a eu une rencontre avec Marc Bergeon, donc un autre des cofondateurs. Puis parallèlement, Marc et Xavier se sont rencontrés et moi j'ai rencontré Xavier et à un moment donné, on s'est tous retrouvés dans OTO. Donc Xavier et Marc étaient dans OTO et Vincent et moi on était extérieurs. Et à un moment donné est venu quasiment tous en même temps le fait de dire il y a quelque chose à créer, il y a quelque chose de nouveau à faire. Moi j'étais déjà en partance de là où j'étais avec une intention de me lancer en fait, de plus être salarié et j'étais un tout petit peu plus en avance on va dire dans les réflexions. Donc ce que j'ai fait, j'ai rejoint un projet d'associés quand parallèlement les trois garçons ont créé Sense & Co. Donc on est resté interdépendants, on a coworké. Et puis moi, le projet dans lequel j'étais rentrée, finalement, ça s'est pas bien passé. Donc en ça, c'est une belle expérience. Et donc je suis naturellement rentrée dans Sense & Co. Donc en 2015. Et je suis devenue associée depuis. Ok. Et pour rappeler, parce que peut-être les personnes n'ont pas écouté le premier podcast avec Xavier où on aborde toute la fondation et
comment ça s'appelle, la création de Sensenco. Est-ce que tu peux nous redire un peu ce que fait Sensenco ? Ok. Aujourd'hui, le métier de Sensenco, c'est d'accompagner les transformations d'organisation. Et je vais l'expliquer de façon un peu plus spécifique avec la mission. En fait, on a écrit collectivement notre raison d'être, notre vision et notre mission. Et notre mission, on l'a écrite ainsi, c'est par une approche globale et écosystémique. Nous transmettons aux organisations, aux équipes et aux individus les méthodes pour qu'ils opèrent leur propre transformation. Et donc cette phrase, elle dit tout parce qu'on a une approche globale. Ça veut dire qu'on a différents métiers sur lesquels on accompagne. L'amélioration continue, les postures managériales réinventées, la partie intelligence collective, la partie pédagogique et innovation pédagogique. Et on est en train d'intégrer une approche RSE qui vient d'ailleurs bousculer notre manière de présenter notre offre. Donc ça, c'est l'approche globale. Écosystémique parce qu'on travaille en écosystème, c'est-à-dire que notre vision, notre vision du monde est qu'on pense que le monde marchera demain avec des écosystèmes locaux interconnectés, globalement, qui intègrent la notion de global et de local. Et en fait, nous, on ne veut pas dire aux gens ce qu'ils ont à faire, mais par contre, on a des méthodes dont on pense que s'ils les appliquent dans leur système, ils vont pouvoir réussir leur transformation de façon plus fluide, plus efficiente. Toutes les organisations vont devoir se transformer, vu ce qui est en train de se présenter à nous, ou ce qui se présentera à nous dans les années à venir. Et toutes les organisations qui auront anticipé ça, c'est-à-dire qui se seront équipées en interne de méthodes pour savoir coopérer, pour développer l'efficience, pour être plus agiles, ce sera plus facile pour celles qui l'auront fait que celles qui ne l'auront pas fait. Donc nous, on transmet ces méthodes-là. Et après, chaque entreprise, chaque association, chaque collectivité qu'on accompagne fait sa transfo de l'interne. C'est-à-dire que c'est pas nous qui guidons. Vous avez discuté de ça un petit peu avec Xavier. Tout à fait, en fait, on transmet nos méthodes et après, eux, en interne, ils font. Évidemment, on les aide quand ils ont besoin. Mais donc voilà ce qu'on fait. Ok. Il y a une vraie... et c'est ça que moi, j'apprécie beaucoup et j'aime beaucoup en tant qu'approche, c'est cette approche de dire, on vous apporte, et je le traduis avec mes mots, tu me corriges si je me trompe, mais on vous apporte des outils, un savoir-faire de comment vous pouvez vous transformer, on vous apprend à les utiliser, et après, c'est à vous de les utiliser et de vraiment vous transformer. Alors bien sûr, il y a de l'aide, vous les aidez, mais c'est bien, j'aime bien cette idée de transformation par l'intérieur, en fait. Tout à fait. Ce que tu dis est très juste. J'ajouterais un point qui est fondamental pour nous et qu'on évoque souvent, c'est la question des postures. C'est-à-dire qu'on ne transmet pas que des méthodes et des outils, on transmet d'abord des postures. Parce que tu viens de nommer quelque chose qui est important, c'est comment on transforme de l'intérieur. Ça commence par chaque personne. C'est comment chacun se transforme de l'intérieur. Comment je passe d'un dirigeant avec les codes qui sont ceux de notre société aujourd'hui. Enfin, je ne critique pas, mais tel que c'est vécu, à un dirigeant qui est plutôt ressources, voire qui va s'effacer dans certains cas, comment en tant que manager je deviens ressource pour mes collaborateurs, comment en tant que personne je mets aussi peut-être parfois mon ego de côté au service de l'intérêt commun pour la cause de l'organisation. Donc en fait c'est une transformation intérieure fractale, quoi. C'est l'individu, l'équipe, l'entreprise et tout ça ensemble, oui, on pense que ça peut donner des belles choses. C'est pour ça que nous on a aucune velléité de dire ceci c'est bien, ceci c'est pas bien. En tout cas pas du point de vue de Sensenco. À titre personnel on peut avoir des avis, mais par contre on est convaincu que si chacun individuellement et collectivement opère ces transformations intérieures, alors naturellement on ira vers du plus vertueux. Et ça m'amène au sujet du podcast, qui est moi quand tu me dis ça, en fait j'entends faut modifier faut amener les gens à raisonner autrement, prendre des décisions autrement, parce que pour moi, tout part un peu de là. Donc ça veut dire comment eux, ils vont raisonner, comment ils vont décider. Et après, pour ensuite, alors en interne, pour après, avec leurs collaborateurs, puis après, l'entreprise. Comment vous approchez, et notamment toi, comment tu approches un peu le raisonnement, la prise de décision, pour se dire, on peut les amener à raisonner autrement. Vaste sujet. Le premier angle qui me vient, c'est cette question du visible-invisible. Qu'est-ce qui guide consciemment ou inconsciemment ma décision, mon choix, individuellement ou collectivement?
Est-ce que c'est des choses très tangibles ? Je ne sais pas, si je reprends la production de pièces ou de services, on regarde des chiffres, on regarde la qualité de notre service et on décide sur cette base-là. Ça peut être ça, dans certains cas. Mais est-ce que, et à mon sens, c'est ce vers quoi les organisations ont besoin d'aller si elles veulent changer de paradigme, on s'appuie aussi sur des choses moins tangibles, qui peuvent être des ressentis, qui peuvent être des intuitions, qui peuvent être une énergie dans un groupe, parce que ça aussi, ça donne des informations. Et aujourd'hui, moi, ce que j'observe, c'est qu'il y a un déficit à ce niveau dans les organisations, c'est-à-dire que... Alors, évidemment, tout ce que je dis doit être nuancé, parce que ça dépend de quel type de décision on prend, à quel niveau de l'organisation, etc. Mais trop souvent, on s'appuie sur les choses tangibles, visibles, pour décider, et on oublie tout ce qu'il y a de part invisible autour de ça, qu'il faudrait, ou qu'il serait nécessaire d'appréhender pour s'améliorer, mais aussi pour se transformer. Parce qu'en fait, on est notre système tel qu'il est aujourd'hui, qu'on le prenne au niveau macro, au niveau micro, il est enfermé dans un certain nombre de principes, et c'est ok, c'est normal, enfin, c'est l'histoire de l'humanité, d'avoir à un moment donné une vision du monde qu'on fait progressivement évoluer, qui change, et aujourd'hui, on pourrait avoir un jugement sur la vision du monde qu'avaient les gens il y a 500 ans, mais les gens, dans peut-être même pas 500 ans, dans 50 ans, ils auront peut-être un jugement sur la manière dont on voit le monde aujourd'hui. Donc ça, c'est OK. Et comment, en fait, on devient de plus en plus conscient de là où part la prise de décision. Et donc, en fait, je pense pas qu'il y ait une bonne ou une mauvaise racine, ou une bonne ou une mauvaise source, mais c'est surtout comment on met de la conscience derrière tout ça, et au service de quoi. Ce que j'introduirais, en fait, dans la question de décision, c'est une décision à un instant T, mais pour quelle trajectoire ? On va où ensemble, en fait ? Parce qu'une décision, dans l'absolu, elle est ni juste ni pas juste, elle est juste au travers d'un certain nombre de paramètres. Et est-ce qu'on appréhende bien tous ces paramètres ? Je vais prendre le cas dans une organisation qui veut coopérer, par exemple. Qu'est-ce qui est juste d'utiliser comme information dans le cadre d'une décision en lien avec cette trajectoire-là. Et donc, c'est à la fois la source de l'information, mais aussi la manière dont on va le faire. Ce que j'aimerais ajouter, c'est que quand on n'est pas conscient, on va parfois prendre des décisions qui peuvent être guidées par la peur, par la colère, par des choses en fait dont on n'a pas conscience. Et je dis pas qu'elles sont bonnes ou mauvaises, mais là aussi, elles peuvent avoir des impacts en fait, plus ou moins positifs. Tout ce qui est biais cognitif, des choses comme ça. Exactement. Ça fait partie des... Exactement, tout à fait. Et plus notre monde devient complexe, plus il me semble qu'il est utile de devenir conscient de où part ma décision. Et là, pour le coup, de la mettre à 360 degrés avec les autres dimensions du système et dire, tiens, ok, ça c'est la décision que je prendrais parce que j'ai peur, par exemple. Mais finalement, si je regarde par rapport à notre intention de transformation, est-ce que cette décision-là, elle est juste ? Et je dis pas qu'il faut pas écouter les émotions, au contraire, les émotions, qui font partie des choses un peu invisibles, en fait, que souvent on n'écoute pas, elles nous donnent des informations. C'est-à-dire que si on les dépasse, ça fait partie des choses qu'on peut étudier aussi en neurosciences ou en psychologie positive, de dire une émotion, elle émerge quand notre organisme perçoit, ça ne veut pas dire qu'il a raison, mais perçoit qu'un besoin n'est pas satisfait. Et ce besoin, c'est quoi ? Et en fait, ce besoin... s'il est important pour moi, il va me donner de l'énergie, mais il est peut-être même important pour les autres, et il va peut-être même aider le collectif à trouver des solutions qu'on n'aurait pas trouvées sans ça. Mais j'aime beaucoup l'approche parce que je te disais justement dans le podcast, parce que tu me demandais pourquoi le podcast et ça, et je t'expliquais, je te disais que j'avais pour objectif, qui est pour moi un objectif irréalisable, parce que pas faisable, et je sais que tu m'as dit tu as un avis un peu contraire et je serais très heureux d'en discuter, c'est de se dire, moi j'aimerais bien au bout, in fine, arriver à une méthodologie décisionnelle qui nous amène toujours vers, alors je mets des guillemets avec les doigts parce que voilà, à la bonne décision. Sachant que je mets tout de suite un bémol dans le sens où une décision est un instant T, comme on disait, et que 5 minutes après, la décision peut être mauvaise. Tout à fait. Mais avoir cette méthodologie et en fait, ce que tu expliquais juste à l'instant, de dire, je regarde, alors ce que toi tu appelles l'invisible et ce que moi j'appelais, mais que tu inclus également, et je pense que moi j'ai pas tout le périmètre de tout ce qui est émotionnel, des choses comme ça dans la prise de décision, et de se dire,
à si j'avais peur, je prendrais cette décision, ou si j'étais en colère, je prendrais cette décision, qui a un recul extraordinaire pour moi par rapport à cette décision, ce qui est difficile à faire, faut le dire. C'est les prémices de d'une méthodologie. Pour moi, et c'est ce que je me dis, tiens, demain, si je veux décider, bien sûr, je ne parle pas des décisions de la vie courante, mais de grosses décisions où il faut aller, dire, ok, que me disent mes émotions, que me dit ça, ce paramètre, voilà. Et donc, c'est vachement intéressant que tu abordes ça. Enfin, moi, je trouve ça vachement intéressant parce que ça, en fait, il y a déjà une méthodologie et j'ai cette impression, quand tu m'en parles, qu'il y a déjà tout un système de pensée derrière sur le raisonnement et la prise de décision. J'ai envie de te taquiner par une question d'abord en disant, t'as combien d'années devant toi? Alors si je fais la moyenne, je sais que je vais vivre à peu près jusqu'à 75-80 ans. Voilà, ça me laisse une cinquantaine d'années. Ok, ça peut marcher. Oui, effectivement, quand on a parlé tout à l'heure de cette quête que tu as, la décision juste, parfaite, à un instant T, en effet, je t'ai taquiné en disant, je crois pas que ce soit impossible. Par contre, c'est très compliqué. Parce qu'aujourd'hui, on n'est pas du tout conscient de tout ce qui nous traverse. Déjà, on n'est pas éduqué, ni à l'école, ni dans l'entreprise, à se connaître, à comprendre comment on fonctionne. Et quand je parle des émotions, j'ai choisi volontairement ce sujet-là dans la dimension invisible, parce que les émotions, aujourd'hui, tout le monde sait à peu près ce que c'est. Tout à fait. On est capable de dire, tiens, je suis en colère, j'ai peur, je suis triste. Mais il y a d'autres choses qui nous traversent, ce sont les énergies. Et puis après, si on va d'un point de vue quantique, il y a encore d'autres choses qui nous traversent d'un point de vue quantique. Donc le champ de l'invisible, il est extrêmement vaste. Et je prétends pas du tout le maîtriser. Par contre, j'ai exploré à la fois des sujets scientifiques, neurosciences, physique quantique, évidemment toutes les approches autour des questions de transformation, et aussi ce que disent les courants spirituels. Donc quand je dis courant spirituel, je parle pas de religion, c'est important, en tout cas pour moi, de faire la nuance, même si on pourrait rentrer les religions dans les courants spirituels. Et en fait, c'est intéressant de voir tout ce que ça croise. Et pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, on a une perception du monde qui est la réalité matérielle. En fait, si on prend cette salle, autour de nous, il y a une table, chaise, des vitres, un ordinateur, des micros, mais on n'appréhende pas ce qu'il y a dans le vide, c'est-à-dire à côté de ça, il y a du vide, et dans le vide, il y a plein de choses. Et c'est aussi ces sources d'informations-là qui peuvent être utiles. Alors on peut parler d'intuition, on peut parler de tout un tas de choses, mais qui, je pense, quand on va les explorer, cette dimension intérieure, cette dimension de connaissance de soi, émotion, énergie, invisible, qui peut donner d'autres sources d'informations qui ne sont pas mentales. Et tu vois, il y a quelque part presque un petit paradoxe dans ce que tu dis, c'est-à-dire que le champ de la matière et le champ du mental est un champ fini, je vais dire, quand le champ invisible est infini. Et en fait, quand on veut aller explorer ces dimensions-là de la décision juste, je ne sais pas si c'est le mental qu'il faut utiliser. Et donc vouloir mentaliser un processus, à mon avis, n'est pas la clé. Par contre, amener les gens à trouver à l'intérieur d'eux ce qui fait résonance, et le mettre en confrontation avec les résonances des autres, les résonances du système, là, il y a quelque chose, d'un point de vue méthodologique, qui est plus intéressant à aller chercher. Ok. Et qu'est-ce que pour moi, le contexte, et je suis très transparent, le contexte le sujet de l'invisible et ce que tu amènes, c'est quelque chose auquel j'avais jamais pensé, pour être très franc. J'avais pas associé, tu vois, ce que je disais tout à l'heure, j'ai pas associé je parlais d'émotions, parce que je sais que et puis dans la littérature que je commence à explorer scientifique, on en parle un peu, mais j'avais pas ce terme plus large, on va dire. Qu'est-ce que toi... et donc c'est vachement intéressant parce que ça m'apporte un nouveau domaine à explorer, donc ça c'est top. Mais comment toi tu définis un peu justement ce que c'est invisible, si on devait rentrer un peu dedans? Parce que c'est... la notion peut être un peu floue, tu vois. On comprend sentiment... Mais qu'est-ce que toi tu vas mettre dedans, et qu'est-ce qui intervient?
Alors c'est là où je mets des guillemets, je suis pas à l'aise parce qu'en fait moi je suis pas scientifique, donc j'ai exploré moi des choses dans de la littérature scientifique et dans des expériences personnelles, mais j'ai pas fait d'études en la matière. Ouais. Je m'appuie sur des études qui ont été faites. Donc je veux juste dire ça par humilité et que les gens prennent pas ce que je suis en train de raconter comme des vérités. On est tous les deux pas scientifiques. Voilà. Et parce que pour le coup, aller dans ce champ de l'invisible, en fait c'est un champ tellement infini, tellement vaste, qui est prouvé scientifiquement. Là, pour le coup, il n'y a pas de doute sur ça. Il y a partout dans le monde des recherches qui sont faites en physique quantique, sur les expériences, par exemple, de trance chamanique, etc. Donc, en fait, bon, ça existe. La question, c'est qu'on ne sait pas trop comment ça marche. On ne comprend pas encore... Exactement. Parce que notre organisme est fait... ou en tout cas, et dans nos sociétés occidentales en particulier, on est plutôt éduqué à percevoir la matière, pas la non-matière. Or, elle est réelle. D'un point de vue de physique quantique, tu es composé à 99% de vide, en fait. Donc, c'est perturbant comme forme de réalité. Peut-être que ce que je peux dire, c'est qu'il y a des choses invisibles d'un point de vue cognitif, donc nos pensées, notre mental, qui créent des croyances, etc. Ça, je pense que les gens connaissent. Il y a nos émotions. C'est-à-dire qu'on les ressent, mais on ne sait pas les voir, en fait. Elles circulent à l'intérieur de nous. Il y a nos énergies. Donc, il y a des choses qui nous traversent d'un point de vue énergétique et qui créent un certain nombre de choses. Et puis après, il y a à l'intérieur de ça tout ce qui est plus subtil, qu'il m'est difficile d'exposer avec des mots, parce que c'est une invitation aussi à ce que chacun aille faire l'exploration de cette partie-là de lui. Mais en tout cas, quand on s'y connecte, qui donne des sources d'informations qui sont complémentaires à ce qui se présente dans la matière. Ma croyance est à la fois de faire du « et », mais pour aller vers la décision juste, d'être en capacité de se connecter à ces aspects-là qui sont plus invisibles, et là je parle de mon expérience personnelle, pour faire des choix plus justes pour soi et plus justes dans les collectifs. Et il y a des techniques, je pense notamment à la théorie U, qui permettent de descendre dans une forme d'intériorité collective pour aller lâcher les peurs, lâcher le mental, qui lui nous dit c'est ci ou c'est ça qu'il faut faire, et aller se connecter à cette partie-là autre de nous pour faire émerger du nouveau, notamment ce dont on a grand besoin aujourd'hui. C'est ce travail un peu d'introspection qui est bon, je trouve très compliqué. Hein. C'est pour ça que je te demandais combien de temps tu avais devant toi. Ouais, c'est sûr. Mais c'est très compliqué et je suis pas sûr. C'est pour ça que je pense aussi que c'est pas faisable in fine, parce qu'il y a toujours... alors déjà, très concrètement, quand on parle de processus de décision, il y a toujours des paramètres qu'on ne verra pas, qui interviendront alors qu'on pensait tout savoir. Bien sûr. Donc ça c'est, je veux dire, le très concret. Et il y a cette partie, comme tu appelles, invisible, qui est, moi, ce que j'entends, entre guillemets, c'est... et je ne mettrai pas de mots dessus parce que je serais bien incapable de le faire, mais de ce que ça contient, mais c'est-à-dire de faire un pas en arrière. Et de se dire, ok, qu'est-ce que je ressens, quelles sont mes émotions, de quoi ça me parle. Voilà, de quoi ça me parle, et de se dire, j'ai tout un tas d'éléments et physiques, matériels, comme tu dis, et invisibles, immatériels, et se dire, ok, je fais un pas en arrière. Et ce pas en arrière, dans la prise de décision, est extrêmement compliqué. Oui. Je vais apporter 2 nuances avant d'aller vers ce extrêmement compliqué. Pour moi, c'est pas un pas en arrière, c'est un pas à l'intérieur de soi. Ok, j'entends. Parmi toutes les approches de développement personnel ou spirituel, c'est une invitation toujours à revenir à l'intérieur. De qu'est-ce que nous disent nos sensations, qu'est-ce que nous disent nos émotions, etc. Donc c'est ce que tu décris. Mais tu vois, c'est plus intérieur qu'extérieur. Ouais, mais j'entends le message et je me dis oui, c'est effectivement. Donc le « et », il est qu'est-ce que j'ai à l'intérieur de moi, quels sont les paramètres à l'extérieur de moi, et avec ça, je fais quelque chose. Quand je t'écoutais, là, il y a un truc qui m'est revenu sur la notion d'invisible.
J'ai découvert cette recherche-là il y a quelques années maintenant, à l'Institut Max Planck. En fait, donc, mon cerveau l'a peut-être réinterprété, donc je m'excuse par avant auprès de tes auditeurs. Il faudra aller chercher la spécificité du truc. Mais ce que j'en ai retenu, c'est qu'en fait, il y a des chercheurs qui font des études avec des plants de tomates pour voir si les plants de tomates ont des sentiments, ressentent la présence, même à distance, des êtres humains. Et en fait, donc ils font des tests. Il y a un humain, à un moment donné, qui s'approche du plant de tomate et qui arrache le plant de tomate. Donc un plant de tomate, c'est vivant. Donc en fait, quand il est arraché, il meurt et il sécrète, d'un point de vue chimique, un certain nombre de particules. Ça démontre donc la notion de vie des végétaux, etc. Et qu'il a, je mets des guillemets parce que c'est mes mots, mais il y a eu une réaction à ça. Et qui est évidemment pas la même que quand le plant de tomate il n'est pas arraché. Et donc après, les chercheurs, ils ont fait une seconde expérimentation, c'est-à-dire qu'ils ont pris un être humain qui s'approche d'un plant de tomate avec bienveillance, on va dire, et puis un autre être humain qui s'approche du plant de tomate avec une intention de l'arracher, mais sans le faire. Eh bien, figure-toi que dans le plant de tomate qui était en présence de l'être humain qui voulait l'arracher mais sans le faire, il y a cette même réaction chimique que quand il est réellement arraché. Okay. Donc ça veut dire que dans la non-matière, il circule des choses. Il circule les informations. Et c'est ça dont je veux parler, en fait. Okay. C'est-à-dire que... Et c'est pour ça que c'est pas un processus mental. Donc le mental, il vient après. C'est-à-dire, d'abord, je vais à l'intérieur de moi et je connecte avec ce que ça me dit. Je peux avoir des sources d'informations qui sont autres, tu vois, telles que ce que je viens de l'expliquer avec les plants de tomates. Et après, j'utilise le processus mental, tel que tu le décris, pour prendre une décision, parce que, bah oui, il va y avoir des choix rationnels à faire, il va y avoir des obstacles, des contraintes qu'il faut évidemment que je prenne. Et bien entendu, il y a tout un tas de choses que je ne perçois pas dans ça. J'aime beaucoup parce que, et je suis totalement transparent, ça remet beaucoup en cause ma conception. Moi, je suis quelqu'un de très rationnel. Tout ce qui est invisible, même si je ne nie pas que ça existe et ça, c'est quelque chose que je conçois sans concevoir. C'est un peu ça. Et c'est justement ces discussions qui m'amènent à me dire est-ce qu'il n'y a pas quelque chose, pourquoi pas m'intéresser. Donc déjà, merci de m'apporter ça, je trouve ça vachement intéressant. Et je vais aller un peu plus loin dans le sens où le podcast est de comprendre pourquoi les choses, pourquoi les choses, de comprendre le raisonnement, la prise de décision. Je reviens un peu à ton métier en tant que tel, où c'est accompagner les personnes à changer dans leur... Alors, je vais le dire avec mes mots, même si c'est pas tout à fait ça, mais c'est changer dans leur raisonnement, dans leurs décisions, pour que individuellement puis collectivement, ils puissent s'adapter et se modifier. Comment tu fais ? La première chose qui me vient en lien avec ce que tu dis sur la conception du monde, et je reviens après à ta question, c'est que déjà il existe des références aujourd'hui, et des références scientifiques que je pourrais te partager, et si tu as envie de partager en déclinaison de ton podcast. Parce qu'aujourd'hui, en fait, effectivement, comme on n'est pas éduqué à ça, c'est très difficile pour nous d'appréhender ça. Il y a une BD passionnante sur la physique quantique qui s'appelle Quantix. Moi, je la prête à plein de gens, ou je la donne, ou je l'offre, parce que pour que les gens s'éveillent à ça. Et je leur dis, ne t'arrête pas à la première lecture. Parce que souvent, quand on lit cette BD la première fois, on comprend rien. Et ça vient tellement nous déranger dans notre perception du monde que même peut y avoir du rejet. Et donc, je dis, mais lis-la 4 fois, 5 fois, et puis tu verras, au bout d'un moment, il se passera quelque chose de différent. De toute façon, dès qu'on parle de quantique, et pour avoir des parents scientifiques, alors même s'ils ne sont pas du tout spécialisés, et qu'on parle de l'expérience qui est connue du chat de Schrödinger, on comprend très vite que c'est très compliqué le quantique. Tout à fait. Mais c'est la réalité de notre monde. Elle est complexe. Oui, tout à fait. Et donc, c'était juste pour dire ça. Maintenant, je reviens à ta question sur le comment. La première chose, c'est que déjà, on s'adapte au degré de maturité de l'organisation. Typiquement, dans une organisation très rationnelle, très cerveau gauche, où ces questions n'ont pas été explorées, on ne va pas amener dès le début une connexion à soi, à l'intériorité.
Donc en fait, en fonction de ce degré d'organisation et de la capacité d'un individu ou d'une personne à descendre dans ces sujets-là, on va s'y prendre de manière différente. Dans un degré plutôt de rationalité élevé, on va là pour le coup s'appuyer sur les choses tangibles. On peut évidemment faire de la consultation de parties prenantes et après sur la base de ces éléments-là prendre une décision. Et les modalités de décision, elles peuvent être multiples. Vous l'aviez évoqué un petit peu avec Xavier, mais après ça peut être soit moi dirigeant, je prends une décision seule une fois que j'ai consulté, ça peut être des processus de décision par consentement, je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de ça, qui sont en fait le principe c'est une personne ou un groupe de personnes vient avec une proposition vis-à-vis du collectif et il y a tout un processus qui enchaîne différentes étapes pour aller chercher les réactions, donc y compris les émotions, les propositions d'amélioration pour bonifier la solution et avoir quelque chose qui convient le mieux, on va dire, à ce stade-là au collectif. Et puis après, on peut descendre encore sur des éléments de connexion, prendre le pouls, en fait, mais pas basé sur le rationnel, basé plutôt sur les ressentis ou ce qu'on appelle le futur émergent, par exemple, dans la théorie U. Donc, ce que je viens de décrire, c'est presque les étapes de descente dans le U de la théorie U. Et de dire, OK, là, on va accepter de se connecter à des choses qui ne sont pas mentales, qui ne sont pas rationnelles, mais qui nous donnent néanmoins des informations qui nous sont utiles. Et on va décider avec ça. Donc en fait, après c'est des méthodes, c'est des techniques de décision, mais d'abord le point c'est comment on s'adapte au niveau de maturité de l'organisation, ce qu'elle est prête à faire, et progressivement à faire évoluer pour aller vers des prises de décision qui vont par exemple du dirigeant qui décide seul à du dirigeant qui consulte, voire de la codécision après, codécision basée sur des éléments purement rationnels, tangibles, visibles, et pourquoi pas codécision basée sur des émotions qu'on dépasse, qu'on transcende bien sûr, parce que la décision basée sur la peur, c'est évidemment pas la bonne. Par contre, la décision basée sur le besoin qu'on a identifié qui est associé à cette émotion, celle-ci, elle est beaucoup plus pertinente. Et puis après, on peut aller vers des choses plus intuitives, dont on comprend pas forcément en fait comment ça vient et pourquoi ça vient. Et il y a des recherches d'ailleurs qui sont faites sur ces questions d'intuition qui sont encore plus puissantes. Ok. C'est super intéressant et ça doit être assez impressionnant de voir des personnes changer. Ou des écosystèmes ou des ensembles, parce que c'est d'avoir cet impact sans pourtant forcer les choses, ça doit être vachement intéressant. Je vais retourner la caméra. Oui. Bon, ça c'est mon passé de comment ça s'appelle, de vidéaste qui refait surface, mais plus pour retourner vers toi, parce qu'il y a aussi une partie souvent ce que je demande dans mon podcast, c'est quelle est ta méthode de réflexion, de raisonnement, comment toi tu décides. Toi aujourd'hui, et là pour moi la question est d'autant plus intéressante parce que on va dire que en synthétisant, en exagérant beaucoup, on va dire que le raisonnement et la prise de décision est un peu ton métier. Parce que tu accompagnes les gens à... Comment toi, aujourd'hui, en tant que chef d'entreprise, en tant que personne active dans la vie professionnelle, tu prends tes décisions, comment tu raisonnes ? En fait, ça va dépendre de pour qui je décide. Et pourquoi je décide. Si ce sont des décisions pour moi uniquement, moi je ne suis que dans le processus intuitif, j'écoute ce que me disent mes vibrations intérieures, en quoi ça fait sens, et j'agis en fonction de ça. Si je dois décider pour le système Sens & Co par exemple, là aussi ça va dépendre du type de décision et du sujet, du degré de maturité qu'on a sur le sujet en fait. J'aime bien allier le point d'entrée raisonnement, mais ça tout le monde l'a, donc mental, avec les émotions et les vibrations. Donc moi j'essaye d'amener ça dans nos décisions, quand on parle d'un sujet, de dire ok mais tiens moi mon ressenti vis-à-vis de ça c'est ça, ou moi ce que mon intérieur me dit c'est ça. C'est pas pour dire c'est ça qu'il faut faire, mais c'est plutôt pour amener l'eau au moulin en fait de quelque chose de
d'autres. Et chez moi, le raisonnement, il vient plutôt après. C'est-à-dire que c'est plutôt, je regarde ce qui se passe, j'écoute ce qui se passe dans le système, que ce soit sur les parties tangibles ou intangibles, et après, j'amène le raisonnement de dire ok, bon, compte tenu de ça, on pourrait faire comme ça ou on pourrait faire comme ça. Après, dans l'organisation, moi je prends très peu de décisions seule en fait, parce qu'on discute beaucoup avec Xavier. Quand il s'agit de projets clients, évidemment on discute beaucoup avec le client ou avec l'équipe qui accompagne le client, et moi ce que j'aime faire, c'est poser des questions pour qu'émerge le plus possible de données, quelle que soit leur source, la source de ces données, pour qu'à cet instant T, se prenne la décision qui est juste pour le système, donc pour les autres, etc. Donc c'est pour ça que ça dépend quelle est ma place en fait. Si c'est pour moi, si c'est en co-direction avec Xavier, si c'est avec un client, si c'est avec une équipe ou une partie de l'équipe Sensenco. C'est compréhensible parce que de toute façon on adapte son mode de décision et de raisonnement à chaque fois, mais ce que j'aime bien dans ta réponse, dans le sens où, et sur ça je suis toujours très franc, c'est que j'ai échangé avec, là je dois être au 15e ou 16e podcast, et souvent tu arrives à mettre des mots intuitifs, raisonnement, des choses comme ça, alors que souvent des chefs d'entreprise, parce que c'est essentiellement des chefs d'entreprise que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui, n'ont pas ces mots en fait. Alors j'en ai en exemple un ou deux, notamment le podcast que j'ai fait avec mon frère, qui a un process complètement l'inverse. C'est-à-dire que lui, l'intuition, je vais pas dire il a combat, mais il va, notamment pour des décisions pour son entreprise, faire des études, de dire ok, je dois mettre en place ce logiciel, combien ça me coûte, combien ça... Bien sûr, et on fait ça aussi. Hein. Ouais, très certainement. Ouais, bien sûr. Mais lui, il a vraiment ce process qui est développé, c'est un ancien consultant, voilà. Et presque il a avec son fichier Excel pour dire, est-ce que c'est une bonne décision ? Et ce qui est très bien dans certains cas, et dans ça. Mais cette partie de dire... moi je fais ça à l'instinct, et de le reconnaître est souvent pas dit en fait. C'est se dire moi je fais ça, je regarde, je réfléchis, puis... et en fait ce qui est pour moi ce que je traduis souvent par l'instinct. Alors l'instinct qui est pas ce qui est pas une décision, enfin qui est une décision, mais qui est pas une décision où on se dit je vais faire ça comme ça de but en blanc. Il y a souvent, l'instinct pour moi est guidé par tout un passé que souvent justement avec ce podcast j'essaye d'explorer. Mais c'est ça qui est vachement intéressant, que tu arrives à mettre des mots sur cette partie-là. Plus que instinct, je préfère parler d'intuition. Intuition, c'est pas tout à fait la même chose. Okay. Et en fait, l'intuition n'est pas la description de la manière de comment faire ou de la décision qu'il faut prendre, bien que ça puisse être ça, mais c'est plutôt une information parmi d'autres à prendre en compte. Et ça élargit simplement le champ de pensée. Et ma croyance, c'est que aujourd'hui, compte tenu du fait qu'on a besoin de changer paradigme, si on ne va pas chercher d'autres sources d'informations, on risque de rester enfermé en fait dans certains systèmes. Dans certains cas, c'est pas gênant du tout. Dans d'autres, ça l'est déjà, et dans d'autres, ça va le devenir. Donc c'est cette capacité à multiplier les sources d'informations pour faire quelque chose. En fait, on a tous des intuitions, hein. C'est juste qu'on s'en rend pas compte. Quand la connaissance de soi, c'est quand j'ai une information qui me vient en tête, de comprendre et de saisir d'où elle vient. Est-ce qu'elle vient de mes pensées ? Est-ce qu'elle vient de mon corps, parce que j'ai une sensation ? Est-ce qu'elle vient de mes émotions, qui viennent aussi du corps ? Est-ce qu'elle vient de mes intuitions, qui n'est pas le même endroit dans le corps ? Et évidemment, tu relis tout ça au passé. Je suis engrammée avec des expériences, avec des manières de faire. Notre cerveau, il est programmé d'une certaine manière avec tout ce qu'on a vécu. Mais il y a des pratiques qui permettent de le déprogrammer. Et la méditation notamment, ou toutes les disciplines, c'est prouvé aujourd'hui par les neurosciences, permettent de déprogrammer des schémas qu'on avait. Donc ça veut dire qu'on peut se déprogrammer, et c'est très long, et c'est pas facile. Mais moi, j'ai des sujets personnels sur lesquels j'avais des
des automatismes, des réflexes desquels je me suis complètement déprogrammée. Et puis il en reste d'autres qui restent encore automatiques. Mais ça veut dire que c'est possible. Et alors, quand on a déprogrammé certaines choses, il y a plus de conscience en fait dans ça. Et être conscient, enfin le travail sur soi, il permet de dire, tiens, quand je suis là et que je veux faire ça, qu'est-ce qui me guide ? Et qu'est-ce qui serait utile qui me guide en fait ? Mais ça, c'est un travail long, régulier, d'exploration de qui on est en tant qu'être humain. Et c'est pour ça que l'invitation, c'est vraiment à ce que chacun explore sa voie via les chemins qui lui vont bien pour mieux se connaître. Parce que ça amène aussi plus d'équilibre intérieur. Mais tu vois, ce que tu dis là sur l'intuition, les manières de réfléchir, c'est tout à fait un livre que je viens de finir et que je recommande, qui est un Que sais-je de Olivier Houdet, qui, et je t'en parlais juste un peu avant ce podcast, où il parle de système 1, système 2, et lui ajoute un système 3, enfin lui et d'autres chercheurs, où on retrouve un peu cette logique de système 1 qui est alors je vais essayer de le dire avec mes mots, parce que c'est des choses un peu complexes que je commence à appréhender. Système 1, c'est vraiment le sens d'intuition, le cerveau qui fait tous les jours, qui réagit rapidement, qui marche en continu, donc c'est-à-dire, je sais pas, je te fais 1 plus 1, tu vas me dire 2 sans réfléchir. Et après, il y a un système 2 qui est plus temporaire, enfin pas temporaire, qui intervient à un moment quand on le sollicite. Donc c'est-à-dire que quand le système 1 ne peut pas apporter la réponse, c'est le système 2 qui démarre et qui va... Lui, il y a un vrai fonctionnement il se met en route, il réfléchit, et c'est là où, je te dis, 75 x 155, là tu peux pas le faire comme ça intuitivement, tu vas dire, attends, je vais poser mon adresse, tac, 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 et là c'est le système 2 qui se met en place. Et ça, c'est des travaux qui a été notamment théorisé par Kahneman, si je prononce bien son nom, et qui fait ce système 1, système 2. Et c'est lui aussi qui théorise beaucoup les biais cognitifs, qui montre que le système 1 est très, et c'est ce qu'on parlait à un moment dans le podcast, qui est très soumis à des influences extérieures et qui peut être influencé. Et après, il y a notamment, et c'est là où Olivier Houdet apporte une nuance avec son système 3, qui est sur la temporisation du système 1. De comment, en le sachant qu'on a par exemple des biais cognitifs, des choses comme ça, ou des réflexes, et c'est exactement ce que tu disais, on peut désapprendre ou prévenir. Alors, c'est dur, c'est très compliqué. Et donc voilà, c'est ce système-là qui parlait. Alors, c'est une approche. C'est une grille de lecture. Donc, moi, je n'ai pas creusé cette grille de lecture-là. J'en ai entendu parler, j'ai lu, mais de la surface, donc je vais pas en parler. Juste, ce que tu décris pour moi, système 1, intuition, non. C'est système 1, réflexe. C'est-à-dire que... et donc, moi, ce que tu décris dans le système 1, pour moi, ça, c'est l'ère du raisonnement conditionné. C'est-à-dire 1 plus 1 égale 2, j'ai appris. Okay. L'intuition, c'est pas ça pour moi. C'est-à-dire, c'est différent de cette notion de réflexe ou qui vient de tout ce que j'ai appris, y compris de mes conditionnements. L'intuition, c'est autre chose qui, elle, est en règle générale, mais c'est là où après on va explorer encore d'autres sphères dont je ne sais pas si c'est l'objet aujourd'hui, mais on pourra se refaire un podcast dans quelques temps, qui est plus pure en fait, parce qu'elle vient d'ailleurs. Et donc du coup, c'est pour ça que l'amalgame, tu vois, des mots, intuition, alors que pour moi c'est plutôt un réflexe, et c'est plutôt du registre du mental et du raisonnement, c'est pas la même chose. Et c'est important parce que justement en travaillant sur soi et en allant encore plus loin que ce dont on est en train de parler là, on peut aller chercher des sources d'informations plus justes et déconditionnées d'un certain nombre de choses qu'on a reçues. Donc j'ai pas la bonne. Je comprends qu'on ne parle pas de la même chose. Ouais, tout à fait. Ok. Ouais. Et ben écoute, je vois le temps filer. Je pense que le podcast a été bien dense déjà. Donc je te propose peut-être de parler dans un prochain podcast parce que c'est vachement intéressant et je suis sûr qu'il y a plein de choses à dire. Donc avec plaisir. Donc voilà. Et ben en tout cas, merci beaucoup pour ton temps et de tout ce que tu as apporté sur le podcast. Et puis j'espère je suis même sûr qu'on va avoir l'occasion d'en reparler. Merci à toi, François, et avec grand plaisir, en effet, pour reprendre avec toi après d'autres explorations que tu auras faites. Ça marche. Et à très vite. À très vite. Voilà, c'est fini.
J'espère que ce podcast vous a plu. Moi, j'ai adoré. J'espère qu'il vous aura permis de comprendre un peu comment mon invité réfléchit, comment il aborde les situations. Si vous avez aimé ce podcast, je vous invite à vous abonner, à liker et à surtout le partager si vous pouvez. Merci beaucoup et à dans 2 semaines.